L'histoire suit le parcours de Fatou, une jeune femme de la province de Tambacounda, issue d'une famille modeste mais profondément enracinée dans les traditions agricoles et pastorales de la région. Fatou vit avec son père, un ancien cultivateur respecté, et sa mère, une artisane spécialisée dans la fabrication d'ustensiles traditionnels. Son frère cadet, Moussa, rêve d'une vie citadine et méprise le travail de la terre. Fatou est amoureuse de Bala, un jeune homme du village passionné par l'élevage de porcs et convaincu que l'agriculture et l'élevage peuvent transformer leur communauté. Cependant, Fatou hésite à lui avouer son amour, tiraillé entre ses propres doutes et la pression de la tradition qui encourage les jeunes filles à rechercher des destins plus urbains. L'histoire explore comment Fatou, d'abord réticente, découvre la valeur de l'agriculture en cultivant le manioc et en s'associant à Bala pour développer un élevage durable. Elle devra affronter des défis majeurs, notamment l'opposition de son frère, les sécheresses et les préjugés de son village. Grâce à sa détermination et à son amour pour sa terre et pour Bala, Fatou révolutionnera la perception de l'agriculture dans sa communauté et prouvera qu'une vie prospère est possible sans quitter ses racines. Le village de Tambacounda s'éveillait doucement sous la lumière dorée du matin. Le chant des oiseaux se mêlait au murmure du vent, caressant les vastes champs de manioc bordés de baobabs séculaires. Dans ce coin de terre où chaque aube était une promesse de labeur et d'espoir, une jeune femme nommée Fatou se leva avec un soupir. Fatou appartenait à une famille de cultivateurs et d'artisans. Son père, Amadou, était un homme respecté dans la communauté, connu pour sa sagesse et sa connaissance ancestrale des cycles de la nature. Sa mère, Awa, fabriquait avec habileté des ustensiles de cuisine en argile et en bois, qu'elle vendait au marché du village. Son jeune frère, Moussa, âgé de 19 ans, nourrissait quant à lui des rêves bien éloignés de ceux de sa famille. Depuis plusieurs mois, il parlait sans cesse de partir en ville, persuadé que la terre de ses ancêtres n'avait rien à lui offrir. Fatou, du haut de ses 23 ans, se trouvait à la croisée des chemins. Depuis son enfance, elle avait grandi avec l'odeur de la terre humide après la pluie, les rires des femmes revenant des champs et la chaleur du foyer familial. Pourtant, une part d'elle s'interrogeait. Pouvait-elle vraiment bâtir un avenir ici, dans ce village qui semblait figé dans le temps? Ce matin-là, Fatou rejoignit son père dans les champs. Il observait la terre avec une expression soucieuse. « Regarde ces feuilles jaunies, Fatou, dit-il en désignant les plants de manioc. Elles devraient être d'un vert éclatant à cette période de l'année. La sécheresse menace encore cette année. » Fatou s'accroupit et effleura le sol. La terre était sèche, craquelée par le manque d'eau. Elle sentit une inquiétude monter en elle. « Que pouvons-nous faire, père ?» Amadou secoua la tête. « Nous devons prier pour la pluie et travailler dur. » Mais cela suffira-t-il? Alors qu'ils retournaient vers le village, ils croisèrent Bala, un jeune homme à la silhouette élancée et au regard déterminé. Bala était passionné par l'élevage et croyait fermement que l'agriculture et l'élevage pouvaient coexister pour assurer la prospérité du village. Fatou, Amadou, les sala-t-il avec un sourire. « Je viens de construire un nouvel enclos pour mes porcs. Vous devriez venir voir. » Fatou sentit son cœur battre un peu plus vite. Depuis longtemps, elle admirait Bala pour sa détermination et son optimisme. Mais elle n'osait jamais trop s'attarder en sa compagnie, par crainte des rumeurs et des attentes du village. Peut-être plus tard, Bala, répondit-elle en baissant les yeux. Amadou, lui, hocha la tête. « Tu fais du bon travail, mon fils. Continue comme ça. » Bala s'inclina respectueusement et s'éloigna. Fatou le regarda disparaître au loin, une étrange chaleur lui montant aux joues. Ce soir-là, alors que la famille partageait un repas autour du feu, Moussa, qui était resté silencieux toute la journée, prit enfin la parole. « Je pars pour Dakar. » Un silence lourd tomba sur l'assemblée. Awa posa son bol de riz, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce que tu dis, mon fils? »« Je pars. J'ai trouvé du travail en ville. Je ne veux plus perdre mon temps ici, dans ces champs sans avenir. » Fatou sentit un mélange de colère et de tristesse monter en elle. « Tu abandonnes tout, Moussa? Tu tournes le dos à notre terre, à notre famille? » Moussa la regarda avec un mélange de défi et de tristesse. « Je veux plus que ça. Fatou, toi aussi, tu devrais y penser. » Awa éclata en sanglots, tandis qu'Amadou baissait la tête, accablé. Fatou, quant à elle, sentit une douleur sourde envahir son cœur. Son frère, son compagnon de jeu et de labeur, quittait le foyer. Et elle, que ferait-elle? Cette nuit-là, elle s'assit sous le grand baobab du village, contemplant les étoiles. Son esprit était en tumulte. Devait-elle suivre son frère ou rester fidèle à sa terre?
Au loin, elle aperçut une lumière vacillante dans l'enclos de Bala. Son cœur lui murmura alors une réponse qu'elle n'était pas encore prête à entendre. L'ombre du doute. Le départ de Moussa laissa un vide immense dans la maison familiale. Fatou, elle, se sentait plus seule que jamais. Son frère, son confident, celui qui avait partagé avec elle tant de moments d'enfance insouciants, était désormais parti vers un avenir qu'elle ne comprenait pas totalement. Sa mère pleurait souvent en silence, et son père, bien que fier et digne, semblait écrasé par une mélancolie muette. Fatou, elle, devait continuer à travailler. La sécheresse persistait, rendant les terres plus ingrates encore. Les champs de manioc montraient des signes de faiblesse, et la récolte s'annonçait maigre. Les villageois s'inquiétaient, redoutant une année difficile. Un soir, lors d'une réunion sous le grand baobab du village, les anciens discutèrent de la situation. Les discussions étaient animées. Certains villageois pensaient qu'il fallait revenir aux méthodes ancestrales, sacrifier aux esprits de la nature, invoquer la bénédiction des ancêtres. D'autres estimaient qu'il fallait chercher des techniques modernes, peut-être même aller voir ce que faisaient les grandes exploitations aux alentours. Fatou écoutait en silence, réfléchissant aux paroles de Bala. Il disait souvent que l'élevage pouvait compléter l'agriculture et assurer une meilleure résilience aux aléas climatiques. Mais les villageois étaient sceptiques. Le porc n'était pas considéré comme un animal noble et beaucoup voyaient mal son intégration dans leurs pratiques agricoles. Après la réunion, Bala s'approcha de Fatou et lui murmura qu'elle doutait certainement du sens de rester ici. Il voyait bien l'hésitation dans son regard. Peut-être croyait-elle que Moussa avait raison. Peut-être pensait-elle que l'avenir était ailleurs. Mais lui, Bala, était convaincu du contraire. L'avenir était ici, à Tambacounda, dans ces terres que beaucoup abandonnaient trop vite. Il lui parla de son projet, de son idée d'associer la culture du manioc avec l'élevage porcin pour créer un système où rien ne serait perdu. Les restes de manioc nourriraient les porcs et le fumier enrichirait les terres. Tout pouvait fonctionner en harmonie. Fatou était intriguée. Elle savait que Bala était intelligent et persévérant, mais elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ce projet. Cette nuit-là, elle décida de lui rendre visite à son enclos. L'endroit était simple mais bien organisé. Des clôtures en bois délimitaient les espaces où les porcs se reposaient. Il lui montra comment il utilisait les épluchures de manioc pour compléter l'alimentation des bêtes et comment, en retour, leur fumier enrichissait son petit potager expérimental. Elle observa avec attention ses explications et réalisa que tout cela était logique. Ce qu'il disait avait du sens. Cela pouvait vraiment aider la communauté. Bala lui expliqua que si tout le village adoptait ce système, il pourrait non seulement éviter les pertes, mais aussi améliorer la qualité de la terre et assurer une production plus stable. Fatou ressentit un frisson d'excitation. Pour la première fois, elle voyait l'agriculture autrement. Peut-être que son avenir n'était pas de partir, mais de changer la manière dont les choses étaient faites ici. Mais tout le monde n'était pas prêt à écouter. Lorsque Fatou partagea ses réflexions avec son père, il la regarda d'un air grave. Bala était un rêveur, disait-il. Il était intelligent, certes, mais le village ne changerait pas aussi facilement. Les traditions étaient trop enracinées, et l'on ne pouvait pas bouleverser des habitudes de génération en génération aussi simplement. Fatou sentit son cœur se serrer. Il lui rappela qu'elle était une femme, et que ce genre de décision revenait aux hommes du village. Ses paroles furent comme un coup de couteau. Fatou savait que son père ne disait pas cela par méchanceté, mais par tradition. Cependant, elle refusait de croire qu'elle n'avait pas son mot à dire. Le lendemain, elle se rendit au marché, où elle vit Moussa, assis dans un coin, l'air perdu. Son frère était revenu. Elle le regarda, surprise, avant de lui demander pourquoi il était là. Dakar, ce n'était pas comme il l'imaginait. Il croyait que la ville serait pleine d'opportunités, mais tout était difficile. Il n'avait pas trouvé de travail stable. Il était venu récupérer quelques affaires avant de repartir, tenter sa chance ailleurs. Fatou ressentit un mélange de tristesse et de colère. Son frère courait après un rêve incertain, alors qu'ici, une opportunité réelle de transformation était à leur portée. Elle comprit alors qu'elle devait agir. Avec ou sans l'approbation du village, elle commencerait à tester l'idée de Bala. Elle convaincrait les anciens, même si cela prenait du temps. Le soir venu, elle trouva Bala près de son enclos et lui dit avec détermination qu'elle voulait apprendre. Il sourit, comprenant qu'une nouvelle aventure venait de commencer. Une aventure qui allait non seulement transformer Fatou, mais aussi tout son village. La renaissance du sol.
Les jours passaient et Fatou s'investissait de plus en plus aux côtés de Bala. Il lui apprenait les subtilités de l'élevage, l'importance de la nourriture donnée aux porcs et la manière dont les déchets de manioc pouvaient être utilisés pour compléter leur alimentation. Fatou, elle, observait les champs avec un regard neuf. Elle comprenait à présent que la terre pouvait être enrichie avec les moyens dont il disposait, que tout n'était pas une question de chance ou de prière, mais aussi de science et de persévérance. Les premières semaines furent difficiles. Les villageois la regardaient d'un œil méfiant lorsqu'elle se rendait chez Bala chaque matin. Une femme, et qui plus est une fille de bonne famille, n'avait pas sa place dans un emploi cochon. Les murmures allaient bon train, et sa mère l'avertit qu'elle risquait de perdre sa réputation si elle continuait ainsi. Mais Fatou tenait bon. Elle ne voulait plus être spectatrice de sa propre vie. Elle apprenait vite. Bala lui montra comment utiliser le fumier des porcs pour enrichir le sol, comment repérer les premiers signes de maladie dans le troupeau et comment améliorer la rotation des cultures pour que la terre se régénère d'elle-même. Un jour, elle eut une idée. Et si, au lieu de travailler en secret, ils invitaient quelques villageois à observer leur méthode? Bala fut d'abord sceptique. Il connaissait les réticences de la communauté. Mais Fatou insista. Elle était convaincue qu'en leur montrant les résultats, ils finiraient par comprendre. Ils décidèrent d'organiser une démonstration. Pendant plusieurs jours, ils préparèrent un petit coin de champ où ils avaient utilisé leur méthode d'enrichissement du sol. Ils nourrirent les porcs avec des épluchures de manioc, prirent soin d'eux et notèrent les changements visibles dans la croissance des cultures. Puis vint le jour de la démonstration. Sous l'ombre du grand baobab, une poignée de villageois s'étaient rassemblés, curieux mais méfiants. Le chef du village était là, les bras croisés, observant avec un air neutre. Fatou prit une profonde inspiration et se lança. Elle expliqua tout ce qu'elle avait appris, la complémentarité entre l'agriculture et l'élevage, la manière dont la terre pouvait être revitalisée et comment cela pouvait permettre au village de mieux résister aux périodes de sécheresse. Bala montra les porcs en bonne santé, les champs de manioc plus verts et plus forts. Il y eut un long silence, puis une voix s'éleva. C'était un ancien du village. Il demandait si tout cela était vraiment fiable, si ce n'était pas juste une coïncidence. Fatou sentit son cœur battre plus vite, mais elle ne recula pas. Elle parla de tout ce qu'elle avait observé, des changements qu'elle avait vus de ses propres yeux. Finalement, quelques cultivateurs acceptèrent d'essayer sur une petite portion de leur terre. Ce fut une première victoire. Les jours suivants, Fatou et Bala aidèrent ces cultivateurs à appliquer les mêmes techniques. Ils mélangèrent les déchets de manioc au fumier des porcs et enrichirent le sol. Ils surveillaient les plantations avec soin, notant les moindres évolutions. Pendant des semaines, ils attendirent. Lorsque les premières pousses apparurent, plus fortes et plus nombreuses que celles des champs classiques, la rumeur se répandit. Peut-être que cette jeune femme et ce garçon n'étaient pas aussi fous qu'ils le pensaient. Mais tout ne se passa pas sans obstacle. Certains villageois continuaient à s'opposer à cette idée. Un jour, alors qu'elle revenait du champ, Fatou trouva son père l'attendant sur le seuil de la maison. Son regard était dur. Il lui demanda si elle comptait vraiment continuer cette folie. Il lui rappela que son rôle, en tant que femme, n'était pas de s'occuper des porcs ni de s'aventurer dans des expériences agricoles. Fatou sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait que ce qu'elle faisait était juste, mais le regard désapprobateur de son père lui pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, elle se rendit sous le baobab, là où elle aimait réfléchir. Bala la rejoignit en silence. Il voyait le doute dans ses yeux. Il lui rappela tout ce qu'ils avaient accompli, les pousses qui grandissaient grâce à eux, les cultivateurs qui commençaient à croire en leur méthode. Il lui promit qu'ils y arriveraient. Fatou leva les yeux vers le ciel et sentit un vent léger caresser son visage. Elle savait qu'elle devait continuer. Le lendemain, elle retourna dans les champs avec encore plus de détermination. Elle convainquit d'autres cultivateurs d'essayer leur méthode, elle expliqua, elle montra, elle enseigna. Petit à petit, les esprits s'ouvraient. Son père, même s'il ne disait rien, observait de loin. Elle savait qu'il voyait les résultats. Il lui faudrait du temps pour accepter, mais déjà, il ne lui interdisait plus de continuer. La renaissance du sol de Tambacounda était en marche. Fatou savait que le chemin serait encore long, mais pour la première fois de sa vie, elle avait la certitude d'être à sa place. L'épreuve du feu. L'harmonie retrouvée entre l'élevage et l'agriculture semblait prometteuse, mais les épreuves n'étaient pas terminées. Fatou et Bala avaient convaincu quelques cultivateurs du village d'adopter leur méthode, et les résultats étaient visibles.
Les champs enrichis montraient une vitalité nouvelle, et même les sceptiques commençaient à observer avec un brin d'intérêt. Pourtant, une menace invisible couvait dans l'ombre, prête à remettre en question tous leurs efforts. Un matin, alors que Fatou se rendait à l'enclos des porcs, elle sentit une odeur étrange dans l'air. Une odeur âcre, inhabituelle, qui ne présageait rien de bon. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle aperçut Bala, debout devant l'enclos, les bras croisés et le regard sombre. L'inquiétude se lisait sur son visage. En s'approchant, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Plusieurs porcs étaient affaiblis, couchés sur le sol, à peine capables de bouger. Leur peau semblait chaude au toucher, et certains gémissaient faiblement. Une épidémie venait de frapper l'élevage. Fatou sentit la panique l'envahir. Elle savait que si la maladie se propageait, il risquait de tout perdre. Pire encore, si les villageois apprenaient qu'une maladie s'était déclarée dans l'enclos de Bala, leur crédibilité s'effondrerait en un instant. Ils seraient accusés d'avoir perturbé l'équilibre naturel du village, et leur projet serait définitivement condamné. Bala, lui, refusait de céder à la panique. Il savait qu'il fallait agir vite. Il avait entendu parler d'un guérisseur dans un village voisin qui connaissait bien les maladies animales. Sans perdre une minute, il décida d'aller le chercher. Fatou resta seule avec les porcs malades. Elle prit un linge humide et essaya de rafraîchir leur peau brûlante. Elle leur donna de l'eau, mais certains refusaient même de boire. L'angoisse lui serrait la poitrine. Si Bala ne revenait pas à temps, que pourrait-elle faire? Le jour passa dans une lente agonie. Lorsqu'enfin elle vit la silhouette de Bala apparaître au loin, accompagnée d'un vieil homme en tunique blanche, elle sentit une lueur d'espoir renaître. Le guérisseur observa attentivement les animaux, touchant leur peau, écoutant leur respiration, et murmura quelques mots d'une voix grave. Il expliqua qu'il s'agissait d'une infection causée par de l'eau souillée. Il leur donna des remèdes à base de plantes et conseilla d'isoler les animaux les plus atteints pour éviter la contamination. Fatou et Bala suivirent ces instructions à la lettre. Ils veillèrent jour et nuit sur les porcs, leur administrant les remèdes et nettoyant scrupuleusement leur enclos. Petit à petit, certains commencèrent à reprendre des forces, mais d'autres ne survécurent pas. Chaque perte était une douleur pour Fatou, qui se demandait si tout ce qu'ils avaient construit n'allait pas s'effondrer sous ses yeux. Pendant ce temps, la rumeur se répandait dans le village. Certains disaient que leur projet était maudit, que mélanger l'élevage et la culture du manioc était une aberration. Le chef du village lui-même vint voir l'enclos et demanda à parler à Fatou. Son regard était sérieux. Il lui dit que beaucoup de villageois s'inquiétaient, qu'il craignait que cette maladie ne soit un signe de déséquilibre. Fatou sentit la colère monter en elle. Pourquoi chaque difficulté était-elle perçue comme une punition? Elle prit une profonde inspiration et expliqua au chef que la maladie n'était pas le fruit d'un mauvais sort, mais un problème courant dans l'élevage, surtout quand les conditions sanitaires n'étaient pas optimales. Elle lui parla du travail qu'ils avaient accompli, des améliorations visibles dans les champs et des solutions qu'ils mettaient en place pour éviter que cela ne se reproduise. Le chef écouta en silence, puis hocha lentement la tête. Il déclara qu'il donnerait à Fatou et Bala le temps de prouver que leur méthode fonctionnait réellement. Mais si d'autres problèmes survenaient, il ne pourrait plus les défendre face aux villageois mécontents. Les jours suivants furent une épreuve de patience et de persévérance. Peu à peu, l'épidémie fut maîtrisée. Les porcs restants retrouvèrent leur vigueur et la situation se stabilisa. Fatou et Bala apprirent de leurs erreurs. Ils renforcèrent la propreté des enclos, améliorèrent la gestion de l'eau et mirent en place des méthodes préventives pour éviter que cela ne se reproduise. Malgré la peur et le doute, ils avaient surmonté cette crise. Le jour où le dernier porc malade se remit sur ses pattes, Fatou sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait que leur combat n'était pas terminé, mais cette victoire était une preuve que leur projet tenait la route. Pour la première fois, elle vit dans le regard de son père quelque chose qui ressemblait à de la fierté. La confiance des villageois ne se regagnait pas en un jour, mais l'évolution des champs et la santé retrouvée des porcs commencèrent à faire changer les mentalités. Certains qui les avaient critiqués venaient maintenant leur poser des questions, curieux d'en savoir plus sur cette nouvelle approche. Bala et Fatou savaient qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir, mais ils avaient franchi un cap décisif. Ce soir-là, sous le grand baobab, Fatou regarda Bala avec un sourire fatigué mais sincère. Ils avaient traversé l'épreuve du feu, et malgré tout, ils étaient encore debout, plus forts et plus déterminés que jamais. La moisson du soleil. Le village de Tambacounda s'éveillait sous un ciel clair. Le vent tiède du matin soulevait doucement la poussière des sentiers de terre battue, caressant les feuilles des plants de manioc qui s'étendaient à perte de vue.
Fatou se tenait au milieu du champ, contemplant les larges feuilles vertes qui dansaient sous la lumière dorée du soleil. Son cœur était empli d'une fierté nouvelle. Ils avaient surmonté tant d'épreuves, et enfin, les résultats de leurs efforts étaient là, vivants, palpables. Les premiers cultivateurs qui avaient adopté leur méthode venaient chaque jour constater la progression de leurs champs. Ce qui n'était au début qu'une simple expérimentation s'était transformé en une véritable révolution agricole. La récolte de manioc était plus abondante que les années précédentes et la qualité des tubercules avait grandement amélioré. Les porcs, en meilleure santé, fournissaient un fumier riche qui nourrissait la terre, fermant ainsi un cercle vertueux d'autosuffisance agricole. Bala était aux anges. Il n'arrêtait pas de répéter que c'était la preuve que leur méthode était la bonne. Cependant, Fatou savait que le plus grand défi restait à venir. Convaincre tout le village d'adopter ces pratiques et de faire évoluer leurs traditions serait un combat de longue haleine. Pour cela, elle et Bala décidèrent d'organiser une grande assemblée sous le baobab où chaque habitant pourrait venir entendre leur histoire, voir les résultats et poser toutes leurs questions. Le jour de l'assemblée arriva. Les villageois s'étaient rassemblés, certains curieux, d'autres encore sceptiques. Le chef du village, assis sur son fauteuil de bois sculpté, observait la scène avec un regard neutre. Fatou sentit une pointe d'appréhension, mais elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle raconta leur parcours, les difficultés rencontrées, les critiques, la sécheresse, la maladie qui avait failli anéantir leur élevage. Puis elle montra les preuves de leur réussite. Des cultivateurs prirent la parole pour témoigner de l'amélioration de leur récolte, expliquant comment les porcs, loin d'être un fardeau, étaient devenus des alliés pour la fertilité des sols. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains acquiesçaient, d'autres hochaient la tête en signe d'approbation. Mais il y avait encore des réticences. Un vieil homme se leva et déclara que malgré les résultats, il restait inquiet. Il craignait que trop de changements ne brisent l'équilibre ancestral du village. Fatou s'approcha de lui et lui répondit avec douceur que les traditions n'étaient pas faites pour être effacées, mais pour évoluer et s'adapter aux besoins du présent. La terre avait changé, les saisons devenaient plus imprévisibles et refuser d'évoluer, c'était condamner le village à la famine. Un silence s'installa. Le chef du village prit enfin la parole. Il regarda longuement Fatou et Bala avant de déclarer que leur projet méritait d'être soutenu. Il n'obligerait personne à suivre leur exemple, mais il encouragerait ceux qui souhaitaient tenter l'expérience. C'était une victoire immense. Fatou sentit une vague d'émotion la submerger. Elle croisa le regard de Bala, qui lui adressa un sourire éclatant. Dans les jours qui suivirent, de plus en plus de villageois vinrent à Haut pour apprendre. Certains voulaient adopter l'élevage porcin, d'autres s'intéressaient aux nouvelles méthodes de culture. Fatou et Bala se transformèrent en enseignants, partageant leur savoir avec patience et détermination. Un jour, alors qu'elle revenait des champs, Fatou aperçut son père assis devant la maison. Il l'attendait, les bras croisés. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il lui demanda si elle était heureuse. Elle lui répondit sans hésitation que oui. Il hocha lentement la tête avant de lui dire qu'il était fier d'elle. Ce furent des mots simples, mais pour Fatou, ils valaient toutes les victoires du monde. Les mois passèrent, et le village de Tambacounda se transforma progressivement. L'image de l'agriculture changea dans les esprits. Ce qui était autrefois vu comme un labeur ingrat et incertain devint une source de fierté et d'innovation. Un matin, alors que Fatou et Bala se tenaient côte à côte devant leur champ, ils comprirent qu'ils avaient accompli quelque chose de grand. Ils avaient prouvé que la prospérité pouvait naître de la persévérance, du savoir et de l'amour pour leur terre. Ce jour-là, sous le soleil éclatant de Tambacounda, Fatou réalisa qu'elle avait trouvé sa place. Elle avait dit adieu à la nuit du doute et bonjour à un avenir lumineux. Avec Bala à ses côtés, elle savait que tout était encore possible. Morale de l'histoire. L'histoire de Fatou et Bala nous enseigne que le changement demande du courage et de la persévérance. Il est souvent plus facile de suivre les sentiers déjà tracés par la tradition que d'oser imaginer un avenir différent. Pourtant, c'est en écoutant leur intuition et en croyant en leur vision que Fatou et Bala ont su transformer leur village et prouver qu'il était possible de prospérer sans renier ses racines. Elle nous rappelle aussi que l'innovation et le respect des traditions ne sont pas incompatibles. La terre est une richesse, mais elle doit être travaillée avec intelligence et amour. Le savoir ancestral est précieux, mais il doit évoluer pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Ceux qui osent remettre en question les anciennes pratiques ne sont pas toujours des rebelles, mais bien souvent des bâtisseurs d'un avenir meilleur. Enfin,
Cette histoire nous montre que la réussite ne se mesure pas uniquement à la richesse matérielle ou à l'évasion vers un ailleurs prétendument plus prometteur. La véritable réussite réside dans la capacité à bâtir quelque chose de durable, à inspirer les autres et à laisser une empreinte positive sur son environnement. Fatou et Bala n'ont pas seulement cultivé la terre, ils ont cultivé l'espoir et changé la perception de toute une communauté. Ainsi, la plus grande leçon de cette histoire est que le progrès n'est pas du rejet du passé, mais de l'alliance entre la sagesse des anciens et l'audace de la jeunesse. Seuls ceux qui osent rêver peuvent transformer leur réalité.